À l'aéroport, mon billet a été annulé. J'ai vérifié mon téléphone. Maman m'a envoyé un texto, amuse-toi bien à rentrer à pied, perdante. Puis papa a dit, arrête de faire la pauvre. Prends un bus comme tu devrais le faire. Leur visage avait pâli lorsque le terminal de l'aéroport bourdonnait d'activités autour de moi, des familles se réunissant, et des gens d'affaires se précipitant avec leurs valises à roulettes. Je me tenais au comptoir d'enregistrement, l'estomac noué, alors que la représentante de la compagnie aérienne secouait la tête avec une véritable sympathie. Je suis désolé, madame, mais votre réservation a été annulée. Il est indiqué ici que la personne qui l'a réservée a demandé un remboursement complet il y a environ 2 heures. Mes mains sont devenues froides. J'avais passé 3 jours à cette conférence médicale, présentant des recherches qui pourraient changer les protocoles de traitement pour les patients cardiaques pédiatriques. Le billet avait été un cadeau de mes parents. Ou du moins, c'est ce que je pensais, un rare geste de soutien pour mon travail de chirurgienne cardiovasculaire. Mon téléphone a vibré dans ma poche, et je l'ai sorti avec des doigts tremblants. Le texto de maman me fixait, amuse-toi bien à rentrer à pied, perdante. Peut-être que ça t'apprendra un peu d'humilité. Avant que je puisse assimiler cette cruauté, le message de papa est arrivé, arrête de faire la pauvre. Prends un bus comme tu devrais le faire. Ta sœur a plus besoin de cet argent que tu n'as besoin de confort. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Ma sœur. Bien sûr, tout revenait à Nathalie. La représentante parlait encore, expliquant les politiques de remboursement et les options d'attente, mais sa voix semblait lointaine. J'ai réussi à réserver une place sur le prochain vol disponible en utilisant ma propre carte de crédit, même si cela coûtait près du triple du prix initial. Les 6 heures d'attente dans le terminal m'ont donné amplement le temps de réfléchir, de me souvenir, de voir enfin le schéma que j'avais ignoré pendant 32 ans. Nathalie avait 5 ans de moins que moi, et dès sa naissance, l'orbite familiale entière avait changé. Là où j'avais été une première enfant planifiée, elle était le bébé surprise, arrivé avec une malformation cardiaque qui a nécessité une intervention chirurgicale à 18 mois. Mes parents s'étaient transformés du jour au lendemain, passant d'attentifs à complètement absorbés par ses soins. Je comprenais cela à l'époque, une enfant de 7 ans essayant d'être utile et silencieuse pendant que ma petite sœur se battait pour survivre. Ce que je n'avais pas compris, c'est que cela ne finirait jamais. Nathalie s'est complètement rétablie à l'âge de 4 ans. Son cœur était fort, sa santé excellente, mais la dynamique familiale s'était calcifiée en quelque chose de permanent. Elle restait la fragile qui avait besoin de protection, même en grandissant pour devenir une adolescente parfaitement saine qui jouait au tennis de compétition. Je restais la fiable qui n'avait pas besoin d'attention, même lorsque j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires en tant que major de promotion, financé mes études universitaires grâce à des bourses, et obtenu mon diplôme de médecine tout en travaillant de nuit comme ambulancière. Chaque réussite de ma part était accueillie par une reconnaissance polie, avant que la conversation ne pivote vers le dernier intérêt de Nathalie ou son moindre désagrément. Quand j'ai été accepté à Johns Hopkins pour ma résidence en chirurgie, maman avait dit « C'est bien, chérie », avant de passer 1 heure au téléphone à aider Nathalie à choisir des décorations de dortoir pour l'université publique qu'elle avait choisie parce que son petit ami y allait. Le petit ami n'a pas duré. Sa spécialisation initiale en communication non plus, ni sa deuxième tentative en design graphique, ni son bref flirt avec l'idée de devenir instructrice de yoga. Nathalie a traversé sa vingtaine dans un brouillard de soutien parental, tant financier qu'émotionnel, cherchant toujours sa passion, tout en vivant dans le condo que maman et papa avaient acheté pour elle. Pendant ce temps, j'ai acheté ma propre maison modeste à 30 ans. Chaque paiement d'hypothèque était un point de fierté. J'ai bâti une carrière qui sauvait la vie d'enfants. J'ai publié des recherches dans des revues médicales. Rien de tout cela ne semblait compter. Les SMS ont continué d'arriver pendant mon attente à l'aéroport. Maman a envoyé 3 autres variations sur le thème de mon égoïsme. Papa a inclus un tableur, littéralement un tableur montrant combien d'argent ils avaient dépensé pour mon éducation au fil des ans, et suggérant que je leur devais un remboursement puisque Nathalie traversait une période difficile financièrement. La période difficile était que la dernière entreprise de Nathalie, une boutique vendant des bougies faites main, avait fait faillite après 8 mois. Cela n'a surpris personne, sauf mes parents, qui avaient investi 40 000 € dans les stocks et l'espace de vente. Apparemment, saturer votre marché cible avec des bougies à la lavande et à la vanille, puis être surpris quand les ventes stagnent, n'était pas une stratégie commerciale viable. Mais c'était moi l'égoïste.
C'était moi qui avais besoin d'apprendre l'humilité. Mon vol a finalement embarqué près de minuit. J'ai dormi par intermittence dans l'avion. Mes rêves se sont remplis de souvenirs d'enfance qui semblaient maintenant sinistres dans leur partialité. Me réveiller tôt pour préparer mon propre petit déjeuner avant l'école pendant que maman préparait les crêpes spéciales de Nathalie. Utiliser mon argent de babysitting pour acheter ma propre robe de bal pendant que Nathalie avait droit à une virée shopping en ville pour la sienne 3 ans plus tard. M'entendre dire que ma remise de diplôme universitaire entrait en conflit avec le tournoi de tennis de Nathalie, donc pourrais-je s'il vous plaît reprogrammer la cérémonie ou simplement la sauter puisque ce n'était vraiment qu'une formalité. J'avais reprogrammé. J'avais toujours reprogrammé. Atterrir à la maison m'a semblé différent, d'une certaine manière. Les lumières de la ville s'étendaient sous nous, et j'ai senti quelque chose se cristalliser dans ma poitrine. Pas exactement de la colère, bien qu'elle soit là aussi, mais plutôt de la clarté. J'avais passé 3 décennies à être la compréhensive, la mature, celle qui ne faisait pas de vagues. Où cela m'avait-il mené? Mon téléphone a vibré à nouveau alors que j'attendais mes bagages. Nathalie, cette fois. Maman a dit, tu es dramatique à propos de cette histoire de billets. Ils essayaient juste de m'aider, et tu gagnes tellement d'argent de toute façon. Arrête d'être égoïste. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai conduit chez moi en silence, mon esprit travaillant sur la logistique plutôt que sur les émotions. Les émotions pourraient venir plus tard. D'abord, je devais comprendre exactement à quoi j'avais affaire. Le lendemain matin, j'ai appelé ma banque, puis mes sociétés de cartes de crédit. Ensuite, j'ai contacté l'avocate que j'avais utilisée lors de l'achat de ma maison, une femme vive nommée Patricia Vaughn, qui a pris mon appel immédiatement malgré l'heure matinale. J'ai besoin que vous fassiez une vérification de crédit sur moi, lui ai-je dit. Antécédent complet. Tout ce qui apparaît sous mon nom ou mon numéro de sécurité sociale. Patricia n'a pas posé de questions, ce qui était la raison pour laquelle je l'aimais bien. Je l'aurai d'ici la fin de la journée ouvrable aujourd'hui. Le rapport est arrivé à 16 heures. Je l'ai lu dans mon bureau à domicile, la pièce que j'avais décorée avec mes diplômes et les prix que je n'avais jamais montrés à mes parents parce que, à quoi bon? Les mots à l'écran faisaient trembler mes mains, mais pas de peur cette fois. Mes parents avaient ouvert 3 cartes de crédit à mon nom au cours des 5 dernières années. La dette totale approchait les 9 000 €. Chaque carte montrait des charges régulières dans des magasins que je n'avais jamais visités, pour des achats que je n'avais jamais faits. L'historique des paiements était irrégulier au mieux, faisant chuter ma cote de crédit d'excellente à tout juste acceptable. J'aurais dû être choqué. Au lieu de cela, j'ai ressenti le poids écœurant de la confirmation. L'email de Patricia est arrivé quelques instants plus tard, appelez-moi immédiatement. C'est un vol d'identité, et nous devons agir maintenant. Nous avons déposé des plaintes à la police ce soir-là. Chaque document, chaque relevé, chaque charge frauduleuse a été cataloguée avec une précision clinique. J'étais doué pour la précision. J'avais passé des années à apprendre à stabiliser mes mains lors de procédures de vie ou de mort. C'était différent, mais le principe restait le même. Rester calme. Travailler sur le problème. Sauver ce qui peut l'être. Le détective assigné à mon cas était un homme à l'air fatigué nommé Robert Shaw, qui s'est considérablement animé lorsque je lui ai montré les preuves. C'est assez clair, a-t-il dit en feuilletant les relevés. Les adresses IP pour la plupart de ces achats en ligne remontent au même endroit. Connaissez-vous quelqu'un à cette adresse? Il m'a montré l'écran. Je l'ai reconnu immédiatement. Le condo de Nathalie. Ma sœur vit là, ai-je dit doucement. Mes parents l'ont acheté pour elle. L'expression du détective Shaw s'est adoucie. Je suis désolé. Les affaires de famille sont toujours les plus dures, mais la loi est assez claire ici. C'est de la fraude, et c'est assez substantiel pour des accusations sérieuses. Au cours de la semaine suivante, j'ai tout documenté. Chaque plan, chaque commentaire dédaigneux, chaque fois qu'on s'attendait à ce que je me fasse toute petite pour laisser place aux besoins sans fin de Nathalie. Je ne le faisais pas pour me venger. Je le faisais parce que Patricia avait dit qu'un modèle de comportement compterait pour le tribunal, et j'avais appris à faire confiance au conseil d'experts. Les relevés de cartes de crédit racontaient leur propre histoire. Des achats pour les fournitures de la boutique de Nathalie, ses meubles, le paiement de sa voiture, même ses vacances à Cancun l'année dernière, celles sur lesquelles elle avait posté abondamment sur les réseaux sociaux.
Pendant que je faisais un double quart de travail aux soins intensifs cardiaques, mes parents avaient utilisé mon identité, mon crédit, tout mon avenir financier pour financer le style de vie de Nathalie. Et quand je leur avais finalement demandé un respect élémentaire pour une chose qui n'appartenait qu'à moi, ils avaient riposté en annulant mon billet d'avion et en se moquant de moi. La police a visité la maison de mes parents un mardi matin. Je n'étais pas là, mais maman m'a appelé immédiatement après, sa voix tremblant d'indignation. « Comment as-tu pu nous faire ça ? La police vient de partir. Ils parlent d'accusation à cause de quoi ? Un malentendu sur quelques cartes de crédit. Maman, ai-je dit calmement. Tu as volé mon identité. Tu as détruit mon crédit. Ce n'est pas un malentendu. C'est un crime. Nous sommes tes parents. Cet argent allait à la famille, à ta sœur qui en a vraiment besoin. Nathalie a 27 ans et est en parfaite santé. Elle n'a besoin de rien, sauf d'apprendre à subvenir à ses besoins. Papa a arraché le téléphone. Tu vas détruire cette famille pour rien, pour de l'argent. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Quand es-tu devenue si froide ? Quelque chose en moi a craqué, mais c'était une rupture nette. Chirurgicale dans sa précision. Je suis devenue froide quand vous avez annulé mon vol et m'avez traité de perdante. Non, en fait, je suis devenue froide quand vous avez manqué ma remise de diplôme de médecine pour la fête d'anniversaire de Nathalie. Ou peut-être que c'était quand vous avez oublié mon 30e anniversaire entièrement, mais avez organisé pour Nathalie une fête à 10 000 € pour ses 25 ans. Faites votre choix. Tu as toujours été jalouse de ta sœur, a sifflé maman. Toujours pleine de ressentiment parce qu'elle avait besoin de plus d'attention. Elle avait besoin de plus d'attention quand elle avait 2 ans et qu'elle était malade. Elle n'est plus malade, maman. Elle ne l'est plus depuis 25 ans, mais tu as continué à la traiter comme si elle était mourante, et moi comme si j'étais déjà morte. J'ai raccroché. Mes mains étaient stables. Le processus juridique a avancé plus vite que je ne l'espérais. Patricia était implacable, et les preuves étaient accablantes. Mes parents ont essayé de prétendre qu'ils avaient eu la permission d'utiliser mes informations, mais ils n'ont pu produire aucune documentation. Nathalie a plaidé l'ignorance, disant qu'elle pensait que maman et papa payaient tout de leur propre compte. Ce mensonge s'est effondré lorsque le détective Shaw a trouvé des emails entre Nathalie et maman discutant de laquelle de mes cartes utilisées pour divers achats. Nathalie savait. Elle avait toujours su. Le point de rupture est survenu 6 semaines après le début de l'enquête. Papa m'a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas, et j'ai répondu par curiosité. Ta mère a fait une dépression, a-t-il dit sans préambule. Elle est à l'hôpital. Tu es contente maintenant ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le stress de ce que tu nous fais subir. La police, les avocats, l'embarras. Nos amis savent. Toute la communauté sait que notre fille essaie de nous envoyer en prison. J'ai pris une inspiration. Ce que je fais, c'est récupérer près de 100 000 € que vous m'avez volés. Ce que vous vivez, ce sont des conséquences. Elle pourrait avoir une crise cardiaque. C'est ce que tu veux ? Ta mère morte ? Papa, si maman est à l'hôpital, je suis désolé qu'elle ne se sente pas bien, mais ça ne change pas ce que vous avez fait. Ça ne rend pas la fraude soudainement acceptable parce que faire face aux conséquences est stressant. Espèce de sans-cœur, a-t-il craché. Tu n'es pas ma fille. Je n'ai pas été votre fille de manière significative depuis des années. Vous avez fait ce choix chaque fois que vous avez choisi Nathalie plutôt que moi. Chaque fois. Il a raccroché. Je me suis assise dans ma cuisine, tenant mon café qui refroidissait, et j'ai réalisé que je ne ressentais rien d'autre que du soulagement. Maman est sortie de l'hôpital après 2 jours. Ce n'avait pas été une crise cardiaque ni même une vraie dépression, juste une attaque de panique provoquée par, selon les notes de sortie que Patricia a réussi à obtenir, le stress des affaires juridiques. Elle allait bien. Elle continuerait d'aller bien. Les semaines précédant la date du procès ont été une sorte d'enfer particulier. Mes parents ont lancé ce que Patricia appelait une campagne de pression, utilisant chaque membre de la famille qu'ils pouvaient manipuler comme messager. L'oncle Gary s'est présenté chez moi à l'improviste, s'installant sur mes marches d'entrée jusqu'à ce que je menace d'appeler la police. Il avait été bien coaché, touchant tous les points de discussion sur le pardon et l'unité familiale. « Ta mère pleure tous les soirs », a-t-il dit à travers ma porte verrouillée. Elle dépérit. Ne peux-tu pas trouver dans ton cœur la force de laisser tomber ?
J'ai ouvert la porte juste assez pour le regarder dans les yeux. Est-ce qu'elle pleurait quand elle utilisait mon crédit pour acheter une voiture à Nathalie? Est-ce qu'elle dépérissait de culpabilité quand elle a détruit ma cote de crédit? Ou est-ce qu'elle ne souffre que maintenant parce qu'il y a des conséquences? L'oncle Gary n'avait pas de réponse à cela. Il est parti, mais d'autres sont venus. Tante Louise, que j'avais vue peut-être 5 fois dans toute ma vie, se souciait soudainement profondément de la réconciliation familiale. La cousine Jennifer a écrit un long post Facebook sur l'importance du pardon sans me nommer directement, mais tout le monde savait. Le post a obtenu 200 likes de personnes qui ne savaient rien de la situation. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'étaient les découvertes supplémentaires que Patricia continuait de déterrer. Un prêt personnel contracté en mon nom il y a 3 ans, signature falsifiée et tout le reste. Des réclamations d'assurance déposées en utilisant mes informations pour des procédures médicales que je n'avais jamais eues. Mes parents m'utilisaient comme leur distributeur automatique personnel depuis bien plus longtemps que je ne l'avais réalisé. Et les dommages totaux s'approchaient de 150 000 € lorsque l'on prenait en compte les intérêts, les frais et le coût de la réparation de mon crédit démoli. Le détective Champ m'a fait venir au poste un après-midi pour examiner les images de sécurité de l'une des demandes de carte de crédit. La vidéo montrait maman dans une agence bancaire, présentant avec assurance mon permis de conduire, qu'elle avait dû copier d'une manière ou d'une autre, ainsi que des documents falsifiés. Elle souriait au banquier. Elle faisait la conversation. Elle est ressortie avec une nouvelle carte de crédit à mon nom comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Elle a déjà fait ça avant, a dit Shaw, pointant son langage corporel à l'écran. Voyez comme elle est à l'aise. Ce n'était pas un acte désespéré unique. C'était la routine pour elle. J'ai regardé ma mère commettre une fraude avec la facilité de quelqu'un qui fait ses courses. Et quelque chose en moi s'est transformé en pierre. Quelle que soit la petite partie cachée de moi qui espérait encore une explication, une justification qui rendrait cela moins douloureux, elle est morte complètement à ce moment-là. La nuit avant la date du procès, je n'ai pas pu dormir. Je me suis assise dans ma cuisine à 3h30 du matin, buvant une camomille qui ne faisait rien pour mes nerfs, et je me suis laissé enfin ressentir tout le poids de ce qui s'était passé. Pas seulement le vol, mais tout ce qui y avait mené. Chaque anniversaire qu'ils avaient oublié. Chaque réussite qu'ils avaient minimisée. Chaque fois que j'avais eu besoin d'eux, et qu'ils n'avaient tout simplement pas été là. Je me suis souvenu d'avoir 14 ans, d'avoir mes premières règles alors que j'étais seul à la maison parce que maman était à l'un des matchs de tennis de Nathalie à 3 heures de route. Je l'ai appelée, effrayée et confuse, et elle a soupiré comme si j'étais dramatique. Il y a des serviettes sous l'évier dans ma salle de bain. Je t'expliquerai quand je rentrerai. Elle était rentrée à minuit et avait été trop fatiguée pour parler. J'avais compris par moi-même grâce à un livre de la bibliothèque et des conversations avec mes amis. Je me suis souvenu d'avoir 19 ans, d'appeler à la maison depuis l'université après que ma colocataire ait eu un grave accident de voiture, et j'étais secoué, ayant besoin de mes parents. Papa avait répondu, distrait, avait dit quelque chose sur la façon dont ces choses arrivent, et que je devrais probablement retourner étudier. En arrière-plan, j'avais entendu Nathalie rire de quelque chose. Ils faisaient une soirée jeu en famille, le genre qu'ils avaient l'habitude de faire quand j'étais plus jeune, avant que je ne parte à l'école. Ils avaient cessé de m'inclure dans le calendrier familial une fois que j'étais parti. Je me suis souvenu d'avoir 26 ans, terminant ma résidence en chirurgie, les 5 années les plus éprouvantes de ma vie. J'ai appelé pour leur dire qu'on m'avait offert un poste dans un hôpital prestigieux, un travail pour lequel les gens passaient toute leur carrière à travailler. Maman avait dit, c'est merveilleux, chérie, sur le même ton qu'elle utilisait quand je lui disais que j'avais acheté de nouveaux rideaux. Puis elle avait immédiatement pivoté vers la crise de la semaine de Nathalie. Un garçon ne lui avait pas répondu par texto. Et n'était-ce pas tout simplement dévastateur? Chaque souvenir était une petite coupure, mais ensemble, ils ont saigné tout attachement restant que je ressentais. Au moment où le soleil s'est levé, j'étais vide mais lucide. Je savais exactement ce que je venais faire dans cette salle d'audience. La date du procès est arrivée par un matin gris de novembre. Je portais un tailleur bleu marine simple, mes cheveux tirés en arrière, incarnant chaque pouce de la professionnelle que j'avais travaillé si dur pour devenir. Mes parents semblaient petits et vieux, flanqués d'un avocat commis d'office qui semblait dépassé par les preuves contre eux. Nathalie était assise derrière eux, l'expression maussade. La procureure, une femme efficace nommée Karen Thornton, a exposé l'affaire avec un détachement clinique, vol d'identité, fraude, près de 100 000 € de crédits volés,
une cote de crédit détruite, des années de manipulation financière. L'avocat de mes parents a essayé d'argumenter sur les circonstances familiales, suggérant que des parents utilisant le crédit de leur fille adulte n'atteignaient pas le niveau de fraude criminelle. La juge, une femme sévère dans la soixantaine nommée Andrea Hollande, l'a coupé. Maître, j'ai ici les SMS des accusés à la victime. Voulez-vous que je les lise à haute voix? Les parties où ils se moquent d'elle et l'insultent pour avoir osé demander pourquoi son billet d'avion a été annulé? Le billet qu'ils ont annulé après avoir utilisé son crédit volé pour financer l'entreprise ratée de sa sœur? L'avocat a pâli. Votre honneur, les dynamiques familiales sont complexes, et la loi, a dit calmement la juge Hollande, est claire. Il ne s'agit pas de dynamique familiale. Il s'agit de fraude, de vol d'identité, d'un modèle d'abus financier qui s'étend sur des années. Les accusés n'ont montré aucun remords, aucune responsabilité, et d'après leur communication avec la victime, semblaient croire qu'ils avaient le droit de détruire son avenir financier. La condamnation a pris moins de 20 minutes. Mes parents ont été condamnés à une période de probation, à 500 heures de travaux d'intérêt général chacun, et ont reçu l'ordre de payer une restitution complète plus des dommages et intérêts. Les accusations criminelles seraient suspendues au-dessus de leur tête comme une épée, toute violation des conditions de leur probation entraînerait une peine de prison immédiate. Plus important encore, une ordonnance restrictive a été émise. Ils ne devaient avoir aucun contact avec moi pendant un minimum de 5 ans, à moins que je ne l'initie. Nathalie, en tant que complice ayant sciemment bénéficié de la fraude, a reçu ses propres conditions de probation et une ordonnance de restitution séparée. Son condo, celui que mes parents lui avaient acheté, serait vendu pour aider à payer ce qu'il me devait. Je suis sorti de ce palais de justice dans la faible lumière du soleil de novembre et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, la liberté. L'argent est revenu lentement par des versements ordonnés par le tribunal. Mes parents ont dû vendre leur maison de vacances dans le Vermont, celle qu'ils avaient achetée l'année même où j'ai obtenu mon diplôme de médecine. Nathalie a emménagé dans un studio et a trouvé un emploi de barista, ses publications sur les réseaux sociaux étant soudainement pleines de citations inspirantes sur la résilience et la croissance personnelle. Je l'ai bloqué. Les retombées se sont propagées à travers notre famille élargie d'une manière que je n'avais pas anticipée. Thanksgiving cette année-là a été intéressant, c'est le moins qu'on puisse dire. Tante Louise recevait comme d'habitude. Et bien que je n'ai pas été invité, j'ai entendu parler du drame par ma cousine Michel, qui avait toujours été gentille avec moi malgré la politique familiale. C'était un désastre, m'a dit Michel autour d'un café. Tes parents se sont présentés en agissant comme des martyrs. Ton père n'arrêtait pas de parler de la façon dont les enfants ingrats détruisent les familles, regardant autour de la table comme s'il s'attendait à ce que tout le monde approuve de la tête. Mais voilà le truc, oncle Gary a parlé. Il a raconté aux gens pour les cartes de crédit, pour les montants. Une partie de la famille est en fait de ton côté maintenant. Je n'ai pas besoin qu'il soit de mon côté, ai-je dit, surprise de voir à quel point cela semblait vrai. Je sais, a dit Michel. Mais tante Paula m'a prise à part et a dit qu'elle avait toujours su que quelque chose clochait dans la façon dont il te traitait par rapport à Nathalie. Elle a dit qu'elle avait essayé d'en parler à ta mère une fois il y a des années et s'était fait rembarrer. Elle se sent coupable de ne pas avoir insisté davantage. Tante Paula m'a contacté une semaine plus tard. Son email était bref mais sincère. Elle s'excusait de ne pas avoir vu clair, de ne pas avoir parlé, et disait qu'elle comprendrait si je ne voulais rien avoir à faire avec la famille. Elle n'a rien demandé, ce qui a fait de son excuse l'une des rares que j'ai réellement cru. L'hôpital est devenu mon sanctuaire pendant ces mois. Il y a quelque chose de clarifiant à tenir le cœur d'un enfant entre ses mains, sachant que votre compétence et votre concentration sont tout ce qui se dresse entre cet enfant et la mort. Tout le reste s'efface. Le drame familial, les procédures judiciaires, le bourdonnement constant de l'anxiété. Rien de tout cela ne pouvait me suivre dans le bloc opératoire. J'ai eu un cas cet hiver-là, une fillette de 7 ans nommée Emma avec une malformation congénitale qui avait échappé à la détection jusqu'à ce qu'elle s'effondre pendant la récréation. Ses parents étaient terrifiés, tenant à peine le coup pendant que j'expliquais l'opération. La mère m'a serré les mains et a dit, s'il vous plaît, sauvez-la. Elle est tout notre monde. Je l'ai sauvée. 9 heures de chirurgie. 2 complications qui auraient pu être fatales, et une semaine aux soins intensifs avant qu'Emma ne se stabilise. Le jour où elle a été transférée dans une chambre normale, riant devant un dessin animé et réclamant de la glace,
ses parents ont pleuré et m'ont remercié tant de fois que j'en ai perdu le compte. Cette même semaine, ma mère m'a laissé un message vocal. Elle ne s'est pas excusée. Elle s'est plainte de la dureté de sa vie. De la façon dont les paiements du tribunal les saignaient à blanc. Comment pouvais-je être si cruel alors que j'avais tant et qu'ils avaient si peu maintenant? Elle a terminé par « J'espère que tu es contente de toi ». Je l'ai supprimé et je suis retourné travailler. Emma est rentrée chez elle 2 jours plus tard, ses parents m'envoyant une photo d'elle souriant dans son propre lit, entourée d'animaux en peluche. Cette petite fille avait toute sa vie devant elle parce que j'avais passé des années à maîtriser mon article. Parce que j'avais priorisé ma carrière sur l'approbation familiale. Parce que j'avais été assez égoïste pour construire quelque chose de significatif. La définition du bonheur de ma mère et la mienne avait divergé il y a longtemps. J'acceptais enfin cela. Ma cote de crédit a commencé à se rétablir. Patricia m'a aidé à tout geler, à mettre en œuvre des protections contre la fraude, à construire des murs autour de ma vie financière qui aurait dû exister depuis toujours. L'hôpital où je travaillais m'a soutenu, offrant des ressources par le biais de leur programme d'aide aux employés quand je me suis enfin ouverte sur ce qui s'était passé. Le traumatisme familial est toujours un traumatisme, a dit ma thérapeute lors d'une de nos séances. Elle s'appelait Dr Ruth Zimmerman, et elle se spécialisait dans l'éloignement familial. Vous faites le deuil de personnes qui sont encore en vie. C'est compliqué. J'attends toujours de me sentir coupable, ai-je admis. Ce sont mes parents. Nathalie est ma sœur. Ne devrais-je pas me sentir plus mal à ce sujet? Devriez-vous vous sentir coupable, a-t-elle demandé doucement. De vous protéger de personnes qui vous faisaient activement du mal? De poser des limites avec des gens qui n'en avaient aucune? D'attendre un respect élémentaire et de l'honnêteté de la part de votre famille. Quand elle l'a formulé ainsi, la réponse était évidente. 6 mois après la date du tribunal, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'avais appris à filtrer ces appels avec soin, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Dr Brown? Une voix jeune, nerveuse. Je m'appelle Kyle Henderson. Je suis un de vos patients. Ou je l'étais il y a 3 ans. Vous avez opéré mon cœur quand j'avais 12 ans. Je me souvenais de lui, un remplacement valvulaire compliqué par une infection qui avait nécessité une seconde intervention. Il avait été courageux à travers tout ça, faisant des blagues même quand il était terrifié. Kyle, bien sûr que je me souviens de toi. Comment vas-tu? Je vais super bien. C'est pour ça que j'appelle. J'ai 15 ans maintenant et je suis dans l'équipe de basket de mon école. J'ai couru un 5 km le mois dernier. Mon cardiologue dit que ma fonction cardiaque est parfaite. Ma gorge s'est serrée. C'est merveilleux. Je suis tellement heureuse pour toi. Je voulais juste dire merci. Ma mère parle toujours de comment vous m'avez sauvé la vie, mais j'étais trop jeune pour vraiment comprendre à l'époque. Maintenant, je comprends. Alors, merci pour tout. Après qu'il a raccroché, je me suis assise à mon bureau et j'ai pleuré. Pas des larmes tristes, mais quelque chose de plus complexe. Du soulagement, peut-être, ou un sens à tout cela. C'était pour ça que je m'étais battu si fort pour bâtir ma carrière. C'était ça qui comptait. Les tentatives de contact de mes parents ont commencé quelques mois après le début de leur probation. Des lettres sont arrivées, que j'ai renvoyées sans les ouvrir. Ils ont essayé d'appeler de différents numéros jusqu'à ce que je change le mien entièrement. Papa s'est présenté à l'hôpital une fois, mais la sécurité l'a escorté dehors quand je leur ai montré l'ordonnance restrictive. Les lettres qui sont passées provenaient d'autres membres de la famille. Ma tante Louise a écrit pour dire que je déchirais la famille. Mon cousin Jason m'a traité de vindicative. Quelques parents éloignés, des gens que je connaissais à peine, se sont sentis autorisés à donner leur avis sur mes choix et mon caractère. J'ai gardé chaque correspondance, Patricia l'avait suggéré juste au cas où, mais je ne les ai pas lues plus d'une fois. L'opinion des autres sur mes limites ne me regardait pas. Le soutien surprenant est venu d'endroits inattendus. Mon collègue, le docteur James Morrison, un confrère chirurgien cardiaque, m'a prise à part un jour dans le salon des médecins. J'ai entendu ce qui s'est passé avec votre famille, a-t-il dit doucement. Pas les détails, juste que les choses étaient difficiles. Je voulais que vous sachiez que j'ai vécu quelque chose de similaire avec mon frère. J'ai coupé les ponts il y a 8 ans. Les gens ont dit que j'étais sans cœur. Mais vous savez quoi? J'ai enfin eu la paix.
Parfois, la famille est toxique, et reconnaître cela n'est pas cruel. C'est de la survie. Ces mots ont signifié plus qu'ils ne le savaient probablement. Le travail est devenu plus qu'une simple carrière. C'est devenu une preuve de concept. Chaque vie sauvée, chaque chirurgie réussie, chaque famille reconnaissante, autant de preuves que j'avais fait les bons choix, que prioriser mon éducation et ma formation sur l'approbation familiale en avait valu la peine. Que les innombrables fois où l'on m'avait traité d'égoïste pour avoir fait passer ma carrière en premier avaient en fait été un investissement dans quelque chose qui comptait. J'ai commencé à faire du mentorat plus activement à l'hôpital, prenant de jeunes résidents sous mon aile comme mes propres mentors l'avaient fait pour moi. Il y avait une résidente nommée Taylor Chen qui me rappelait moi-même, brillante, motivée, mais s'excusant constamment de prendre de la place. Sa famille voulait qu'elle soit dermatologue, quelque chose avec de meilleures heures et moins de stress. Ils ne comprenaient pas pourquoi elle avait choisi la chirurgie cardiaque. Ils me font me sentir coupable chaque fois que je manque un événement familial, m'a-t-elle confié lors d'un rare moment de calme dans le salon des chirurgiens. La fête de fiançailles de ma sœur est le mois prochain, et je suis de garde. Ma mère a dit que si je ne trouvais pas quelqu'un pour couvrir mon quart, ça voulait dire que je ne me souciais pas de la famille. J'ai regardé cette jeune chirurgienne talentueuse, doutant déjà d'elle-même, et j'ai ressenti une montée de colère protectrice. Ta sœur aura une fête de fiançailles que tu sois là ou non. Mais ton patient qui a besoin d'une intervention chirurgicale ce soir-là, tu es irremplaçable pour lui. Le travail de ta famille est de comprendre ça. S'ils ne le font pas, c'est leur échec, pas le tien. Elle a cligné des yeux, et j'ai vu quelque chose changer derrière son regard. Une permission, peut-être, ou la reconnaissance que quelqu'un comprenait. Ma famille ne comprend pas non plus, ai-je ajouté. Ils n'ont jamais compris. Je pensais que c'était ma faute, que je devais faire plus d'efforts pour leur faire comprendre. Mais certaines personnes ne valoriseront jamais ce que tu fais, et tu ne peux pas laisser leur aveuglement définir ta valeur. Taylor n'a pas fait couvrir son quart. Son patient, un garçon de 10 ans avec une valve défectueuse, a traversé l'opération parfaitement, et Taylor a arrêté de s'excuser autant après ça. 1 an après le procès, j'ai reçu un email de Nathalie. Il a contourné tous mes blocages parce qu'elle avait créé une nouvelle adresse. L'objet disait, s'il te plaît, lis ça. J'ai débattu de le supprimer. Au lieu de cela, je l'ai ouvert sur le parking après un long quart de travail, assise dans ma voiture sous la lueur orange des lampadaires. L'email était long, décousu, et parfois incohérent. Nathalie prétendait qu'elle suivait une thérapie, travaillait sur elle-même, comprenait son rôle dans le dysfonctionnement familial. Elle disait qu'elle était désolée d'avoir été assistée toute sa vie et de n'avoir jamais appris à se débrouiller seule. Elle voulait faire amende honorable. Puis, dans le dernier paragraphe, elle a demandé si je pouvais l'aider à payer la réparation de sa voiture, juste cette fois, puisqu'elle travaillait si dur pour changer. J'ai supprimé l'email et bloqué la nouvelle adresse. Certaines personnes ne veulent pas changer. Elles veulent que vous croyiez qu'elles ont changé juste assez longtemps pour obtenir ce dont elles ont besoin. Ensuite, c'est le retour au même schéma, aux mêmes dynamiques, à la même attente que vous vous sacrifierez pour leur confort. J'avais fini de me sacrifier. Le processus de guérison n'était pas linéaire. Certains jours, je me réveillais en colère à nouveau, me souvenant d'une petite cruauté que j'avais enterrée il y a des années. D'autres jours, je ne ressentais que du soulagement. Le docteur Zimmerman disait que les deux étaient normaux, que le deuil et la libération pouvaient coexister. Vous pleurez la famille que vous auriez dû avoir, a-t-elle expliqué lors d'une séance. Les parents qui auraient dû vous soutenir, la sœur qui aurait dû être votre amie. C'est une perte réelle. Même si ces personnes n'ont jamais vraiment existé, elles ont toujours été ce qu'elles étaient. Vous le voyez juste enfin clairement. J'ai rejoint un groupe de soutien pour les adultes éloignés de leur famille. Assise dans ce sous-sol d'église tous les mercredis soirs avec 15 autres personnes qui avaient quitté des proches toxiques, je me sentais moins seul que je ne l'avais été depuis des années. Leurs histoires étaient toutes différentes: abus, addiction, manipulation, négligence, mais la blessure centrale était la même. Nous avions tous aimé des gens qui ne pouvaient pas nous aimer en retour correctement. Et nous avions tous atteint un point où la survie signifiait partir. Une femme nommée Grace, probablement dans la soixantaine, était éloignée de ses enfants depuis une décennie après qu'ils eurent volé ses économies de retraite. Les gens demandent toujours s'ils me manquent, a-t-elle dit un soir. Je leur dis que ceux que j'espérais qu'ils soient me manquent, mais ceux qu'ils sont réellement ne me manquent pas. Le stress, les mensonges,
l'attente constante de la prochaine trahison ne me manque pas. Je dors mieux maintenant que depuis 40 ans. Tout le monde dans le cercle a hoché la tête. Nous comprenions. Grâce à ce groupe, j'ai appris que mon expérience n'était pas unique. L'abus financier au sein des familles était d'une fréquence inquiétante, surtout lorsqu'il s'agissait d'enfants qui réussissent soutenant des frères et sœurs ou des parents moins stables. Le schéma était toujours similaire. L'enfant qui réussit devient une ressource, pas une personne. Sa valeur est mesurée par ce qu'il peut fournir, pas par ce qu'il est. J'avais été une ressource pour ma famille toute ma vie d'adulte. Ma stabilité était quelque chose qu'ils pouvaient exploiter. Mon succès était quelque chose qui existait pour leur bénéfice. Le moment où j'avais posé une limite, le moment où j'avais cessé d'être utile, j'étais devenu l'ennemi. Comprendre cela ne rendait pas la chose moins douloureuse, mais cela lui donnait du sens. Ma carrière s'épanouissait de manière que je n'avais pas anticipée. Sans le fardeau constant du drame familial, j'avais de l'énergie pour le développement professionnel. J'ai publié 2 articles de recherche cette année-là. J'ai été invité à parler lors d'une conférence internationale de chirurgie cardiaque à Genève. J'ai encadré 2 étudiants en médecine qui me rappelaient pourquoi j'étais tombée amoureuse de la médecine en premier lieu. J'ai aussi commencé à avoir des rendez-vous amoureux pour la première fois depuis des années. Rien de sérieux encore, mais ça faisait du bien d'être ouverte aux possibilités, d'imaginer un avenir que je pouvais concevoir selon mes propres termes. L'ordonnance restrictive a expiré après 5 ans. Je ne l'ai pas renouvelée, mais je n'ai pas repris contact non plus. Mes parents approchaient la 70e maintenant, tous 2 retraités, vivant dans une maison modeste après avoir vendu leurs biens pour payer leurs dettes. Nathalie était soi-disant fiancée à quelqu'un qu'elle avait rencontré à son nouveau travail dans la gestion de commerce de détail, bien que je ne le sache que parce que des connaissances communes le mentionnaient occasionnellement avant que je ne change de sujet. Leur vie continuait. La mienne aussi. Nous ne nous croisions simplement plus. Au 5e anniversaire de ce jour à l'aéroport, je me suis offert un dîner dans un restaurant coûteux du centre-ville. J'ai commandé le menu dégustation, vins assortis à chaque plat, et j'ai levé mon verre à moi-même au milieu du repas. Une femme à la table voisine l'a remarqué. Elle avait à peu près mon âge, dînant seule avec un livre posé à côté de son assiette. « Vous célébrez quelque chose ?» a-t-elle demandé avec un sourire amical. « Mon indépendance », ai-je dit. Elle a levé son propre verre. « Je bois à ça. » Nous avons fini par parler pendant 2 heures, partageant un dessert et des histoires sur nos vies. Elle s'appelait Catherine Wright, et elle était avocate spécialisée dans les droits civiques, venant de gagner une importante affaire de discrimination. Nous avons échangé nos numéros. Elle m'a envoyé un texto le lendemain. 6 mois plus tard, Catherine et moi sortions ensemble sérieusement. Elle comprenait les limites d'une manière qui semblait révolutionnaire. Elle avait grandi dans une famille saine, mais elle avait des clients qui n'avaient pas eu cette chance, et elle n'a jamais essayé de me pousser vers la réconciliation ou une version de la guérison pour laquelle je n'étais pas prête. Le traumatisme familial est un vrai traumatisme, a-t-elle dit une fois, faisant écho aux mots du docteur Zimmerman. Tu ne dois le pardon à personne juste parce que vous êtes de la même famille. Ma vie professionnelle a atteint de nouveaux sommets. À 38 ans, j'ai été nommé chef de la chirurgie cardiaque pédiatrique à l'hôpital, la plus jeune personne à avoir jamais occupé ce poste. L'annonce est parue dans les revues médicales. Mes recherches sur les techniques chirurgicales innovantes pour les malformations cardiaques congénitales complexes sauvaient des vies à travers le pays. J'avais acheté une maison plus grande à ce moment-là, une avec un bureau à domicile et un jardin. Catherine avait une clé. Nous parlions de l'avenir en termes concrets, de construire quelque chose ensemble basé sur le respect mutuel et une attention sincère. Tout ce que j'avais, je l'avais construit moi-même. Chaque succès était le mien seul, et c'était incroyable. Le message est arrivé un mardi quelconque, pas un texto ou un email, mais une lettre formelle livrée par coursier à l'hôpital. L'avocat de mes parents m'informait que mon père avait été diagnostiqué avec un cancer du poumon avancé. Il lui restait des mois, peut-être 1 an. Il voulait me voir. Je suis resté avec cette lettre pendant 3 jours. Catherine ne m'a pas mis la pression dans un sens ou dans l'autre. Le docteur Zimmerman a posé des questions réfléchies sur ce que je voulais, pas sur ce que je pensais devoir vouloir. En fin de compte, je n'y suis pas allé. J'ai rédigé une réponse par l'intermédiaire de Patricia, exprimant que j'espérais que papa recevrait de bons soins médicaux et que la famille avait du soutien pendant cette période difficile. Je n'ai pas offert ma présence.
Je n'ai absous personne de quoi que ce soit. J'ai simplement pris acte de l'information et je suis passé à autre chose. Les réponses de la famille élargie étaient prévisibles. J'étais sans cœur. J'étais cruel. Comment pouvais-je refuser à un homme mourant la présence de sa fille? Quel genre de personne fait ça? Le genre de personne qui se souvient d'avoir été traitée de perdante et à qui on a dit de prendre le bus. Le genre de personne qui a été utilisée, volée et moquée pour s'y être opposée. Le genre de personne qui avait appris que l'ADN ne vous oblige pas à accepter les abus. Papa est mort 6 mois plus tard. J'ai envoyé des fleurs aux funérailles mais je n'y ai pas assisté. Maman m'a envoyé une lettre par la suite, son écriture tremblante, me traitant de tous les noms terribles auxquels elle pouvait penser. Je l'ai classée avec les autres et je suis allé travailler. La vie a continué. Catherine m'a demandé en mariage sur une plage de l'Oregon au coucher du soleil. J'ai dit oui. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie avec des collègues, des amis et une famille choisie. Aucun parent par le sang n'a été invité. Personne ne manquait. Notre mariage était parfait parce qu'il était le nôtre, bâti sur l'honnêteté, le respect et un amour qui ne venait pas avec des conditions ou des prix cachés. Lors de la réception, mon collègue le docteur Morrison a porté un toast. Au couple heureux, a-t-il dit en levant son verre. Et aux familles que nous choisissons, qui sont parfois meilleures que celles dans lesquelles nous sommes nés. Tout le monde a applaudi. Catherine m'a embrassé. Et j'ai réalisé que je ne pensais plus du tout à mes parents ou à Nathalie, sauf dans des moments comme celui-ci, où leur absence n'était notable que par la façon dont tout était mieux sans eux. Le traumatisme était réel. La guérison était réelle. La vie que j'ai bâtie était réelle. Et elle était mienne d'une manière dont rien n'avait jamais été mien auparavant. Parfois, la meilleure vengeance n'est ni élaborée ni dramatique. C'est simplement vivre bien selon ses propres termes, entouré de gens qui vous aiment vraiment. Des gens qui voient votre valeur non pas comme une ressource à exploiter, mais comme une personne à chérir. Ce texto d'il y a des années m'a hanté longtemps. Amuse-toi bien à rentrer à pied, perdante. J'avais fait plus que rentrer à pied. J'étais partie pour de bon. Et je n'avais jamais été aussi heureuse.